OK. Mais par la suite, là, j'ai repris dernièrement ces valeurs familiales là, quand j'étais tout petit, là, puis ça me fait du bien. Là. Donc, la chasse et la pêche. La chasse et la pêche. Mais la chasse, j'ai décidé cette année, finalement, je me suis acheté un camp dans le Nord. OK. Et avec des amis, le but, c'était de tuer un orignal. Et après avoir été en motoneige l'hiver passé, et j'ai vu à moins 40 sous zéro, ces pauvres petites bêtes qui réussissaient à survivre à l'état paresseux extrême. OK. Je suis revenu et j'ai dit, finalement, non, on les laisse tranquilles. Donc, la chasse est éliminée. OK. Je ne chasse plus, je suis comme seulement pêcheur maintenant. Ah, c'est bien, c'est bien. Puis quel genre de pêche? La pêche en lac, en rivière? Les lacs, oui, puis là-bas, c'est surtout, il y a du brochet beaucoup, là. OK. Donc, on est quand même assez loin, 450 km de Chicoutimi dans le Nord. On est très, très loin dans le Nord. Mais toi qui as l'air d'un gars quand même actif, peut-être même hyper actif, je ne sais trop, mais être assis dans une chaloupe, oui, c'est ça. Ça doit être difficile. Je peux le faire 2 jours, là, mais après 2 jours, j'amène mon vélo de montagne. Puis le nord du Québec, c'est vraiment impressionnant. Okay. Quand tu as la chance de voir le vrai nord du Québec, là, avec les caribous forestiers, tu en vois l'occasion, des loups, on est vraiment dans la nature à l'extrême. Puis surtout les étendues d'eau, là, les rivières, la Péribonka. Moi, je suis près de la Péribonka, là, sur la rivière la Coucouménène. C'est une rivière qui se verse dans la Péribonka. Donc, on est vraiment en haut du réservoir de la Péribonka, où il y a 2 barrages, celui d'Hydro-Québec et celui de Rio Tinto. OK. Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Je reçois cette semaine Pierre Lavoie, triathlète, philanthrope et évidemment fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie. Pierre a perdu 2 enfants à l'acidose lactique à la fin des années 90. Réflexe de survie, colère, volonté de changer les choses, toutes des raisons pour lesquelles il a enfourché son vélo en 1999 pour parcourir 650 km en 24 heures. Les bases du grand défi étaient posées. Écouter Pierre, c'est aller à la rencontre d'un homme extraordinaire. La persévérance le définit. L'entrevue a été pour moi le moment d'une grande rencontre et je suis certain que vous allez apprécier cet entretien. Bonne écoute. Salut Pierre. Allô? Ça va bien? Ben oui, le pire est passé, le parc est traversé. Ben oui, merci d'être ici. Écoute, c'est un honneur de recevoir Pierre Lavoie. Donc, on est à Limoilou, au coin de la 1er avenue, 18e, à la brûlerie. Pas loin du lab-école, pas loin du lab-école du Grand Défi. Tu as perdu 2 enfants à la fin des années 90. Oui. C'est là qu'est né le Grand Défi Pierre Lavoie. Là. Ça a été l'élément déclencheur. Depuis que je regarde un peu ton histoire, je me demandais la première fois que tu as enfourché ton vélo en 99 pour faire ta première randonnée de 600 km. Ton état d'esprit à l'époque, quel état d'esprit étais-tu? Ben, c'était l'instinct de survie. OK. Laurie venait de décéder, donc 3 ans avant. Et à ce moment-là, Raphaël, qui est né atteint de la maladie, même si on avait fait des tests, là, qui devait naître en santé. Donc, il y a un petit problème lors des tests. Et quand il est arrivé à atteint,
Là, je savais qu'il allait mourir parce que je connaissais mieux la maladie. Je savais que les chances de survie étaient presque nulles. 90% des enfants mouraient avant l'âge de 2 ans, entre 16 et 22 mois. Et là, moi, j'étais un triathlète, donc j'étais un gars de contre-la-montre. Je l'ai pris comme une course, puis j'ai dit, OK, maintenant, je regarde quel outil que j'ai dans mon coffre à outils. J'étais pas médecin, j'étais ni généticien, ni un homme d'affaires, mais j'étais un athlète et j'avais un vélo. Et j'ai décidé de me servir de mon vélo, qui me servait à gagner des médailles, puis nourrir mon ego, à faire avancer la cause. Donc, ce qui m'a poussé dans l'action, c'est je voulais sauver mon fils. Puis ça, on m'a donné beaucoup de mérite pour ça, mais j'ai pas de mérite. Là. Je connais pas aucun père là, qui n'aurait pas pédalé 24 heures avec son vélo pour sauver son enfant. Donc, moi, en 24 heures, j'étais capable de faire 650 km, mais n'importe qui aurait dit, je vais rouler 24 heures, puis ça va aider à faire avancer la cause de mon fils. Donc, j'étais surtout en instinct de survie au départ, puis beaucoup frustré de voir que... C'est ça que j'allais dire, de la colère, peut-être? Oui, un peu, parce que j'étais devenu président de mon association régionale, puis Raphaël était le 10e enfant qui naissait. Puis je savais que ces enfants allaient tous mourir l'année suivante, puis on n'avait rien pour les sauver. Là. Puis système de santé, les maladies orphelines, ça n'intéressait personne. Quelques chercheurs, qu'on n'était pas capable de trouver les fonds. Donc, bien entendu, lors du départ, du 3 septembre 1999, il y avait déjà 6 enfants qui étaient morts sur les 10, et 3 autres vont mourir à l'automne. Donc, à chaque fois que tu vas au salon funéraire, tu es le président, il faut que tu y ailles. Là, tu dis, ça n'a pas d'allure, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, quand tu prends ton vélo, tu as un genre d'écœurement. Puis il dit, là, maintenant, vous passer un message, là, puis vous allez le comprendre. Là. C'est à peu près comme ça. Puis en plus, je suis crédible. J'en ai un dans mes bras, là, qui va peut-être mourir l'année prochaine. C'est ce qui est arrivé. Les enfants étaient malades des crises de... Bien, finalement, c'est un l'acidose lactique. Là, ben, ça le dit un peu, là, c'est un problème que c'est un enzyme qui est manquant au niveau, là, d'abord, ce qu'il faut savoir, notre corps a fait des cellules. Là. Puis dans les cellules, il y a des mitochondries, là, c'est des centrales énergétiques qui produisent l'énergie pour que la cellule soit viable. Elle se nourrit d'un enzyme qui s'appelle le COX, le cytochrome-oxydase C. Chez les enfants, ils ont une déficience de COX de 50%. Donc les mitochondries reçoivent cette nourriture qui leur sert à produire de l'énergie, mais 50% moins. Donc la cellule est viable, mais elle est vulnérable. Donc quand elle est attaquée par un virus, un choc émotif, une déshydratation, la cellule décompense et ça touche toutes les cellules du corps, surtout le cœur, la peau, les muscles, les poumons, le cerveau, c'est un petit peu moins pire. Mais donc là, on est dans les organes vitaux principaux. Là. Donc ça veut dire que l'enfant, il pogne une gastro-entérite, il décède. Donc souvent, les enfants attrapaient leur première gastro autour de 13-14 mois, arrivent à l'hôpital, personne ne sait qu'est-ce qui se passe, l'enfant est en train de décompenser et il nous mourrait entre les mains en 5 minutes. Donc rapidement, les dossiers ont été amassés dans ma région. C'est le docteur La Rochelle, un grand pédiatre, là, un des plus grands du Québec en passant, qui lui travaillait déjà avec la tyrosinémie. Il avait repéré des enfants qui mouraient spontanément en arrivant à l'urgence, incapables de les stabiliser. Okay. Puis là, il commençait à ramasser les dossiers. Puis un nouveau médecin arrive, pédiatre dans notre région, Charles Morin. Donc, OK, il faut que tu prennes une maladie régionale. Fait qu'il a dit, garde, on est probablement en présence d'une nouvelle maladie régionale. Donc, Charles essaie donc de trouver qu'est-ce qui se passe dans ce phénomène. Et tout ce qu'on voyait quand on prenait une prise de sang, c'était le taux d'acide lactique qui était très élevé. Très élevé. Donc, au lieu d'être entre 0,9 et 1,1, il était plutôt à 6,0. Donc là, on voyait que l'enfant... Dans un ciel clair. Ah ouais. Donc là, on s'est dit, OK, c'est pour ça qu'on a donné le nom acidose lactique. Après ça, on a fouillé un peu plus longtemps, puis on a fini par faire avancer la recherche. Donc, moi, c'était surtout changer la donnée. Puis, ça aurait pu s'arrêter là, après le premier défi, parce que Raphaël est décédé, là. Il est mort à 22 mois à Sainte-Justine, au mois de mars, là. Après avoir passé tout l'hiver aux soins intensifs. Là. Donc, quand tu vis ça, là, tu te dis, OK, là, on a assez bavé. Là. Nos 2 enfants sont morts. Notre premier enfant est en vie. Puis, moi, j'ai une carrière de triathlète. Je travaille dans une usine. Maintenant, on tourne la page. Mais le problème que j'avais, j'étais président de mon association régionale et 9 autres enfants étaient décédés comme le mien. Puis, en tant que président, si je quittais la présidence, l'association tombait. J'ai réalisé que je ne pouvais pas partir. Ce qu'on appelle avoir le bras dans l'engrenage. Ouais. Donc, j'ai dit, j'ai pas le choix, il faut que je reste pour les membres. Et après, après réflexion, j'ai dit, OK, Raphaël, tu réfléchis à vélo, hein? Je réfléchis beaucoup, moi, à vélo. C'est là que je fais mes grandes réflexions. C'est de comprendre, OK, j'ai dit, OK, là, j'ai pas le choix, là, je peux pas abandonner les gens, on va continuer en la mémoire de mon fils. Donc, j'ai décidé de refaire un deuxième défi en mémoire de Raphaël, et c'est ce qui a amené le 3e, le 4e, la découverte du gène, après ça, le grand défi Pierre Lavoie. Donc, si Raphaël ne serait pas né atteint de la maladie, il n'y aurait jamais eu de grand défi Pierre Lavoie. Ça paraît clair. En même temps, ça a défini ta vie là, depuis au moins près bientôt de 25 ans. Oui, encore. Ouais. Puis j'avais posé un peu la même question à Chantal Petitclerc, qui est
qui a perdu l'usage de ses jambes à l'adolescence, où serais-tu aujourd'hui sans ça? Okay. Puis en même temps, de toute évidence, c'est une source de satisfaction et de fierté d'avoir fait ce que tu as fait. Oui. Si tes enfants n'ont pas existé, n'ont pas été malades, tu travailles à l'usine. J'arrête un autre homme. C'est ça. Carrément. Puis, c'est ça. Souvent, on me pose la question, mon Pierre, c'est quoi ta plus belle médaille? J'ai gagné des titres à Hawaï, j'en ai gagné 4 dans le monde, plusieurs compétitions en ski de fond aussi, mais mon plus beau titre, je dis aux gens que c'est pas ma victoire à Hawaï là, en 1996, c'est la découverte du gène de l'acidose lactique. Donc, elle est médicale. Parce que je savais que ça allait ouvrir la voie aux autres familles, à ma région, à la prévention et à trouver une solution pour ces maladies qui étaient totalement débilitantes. Donc, aujourd'hui, toute cette bataille qu'on a livrée, je l'ai pris comme un défi, bien entendu. Ben oui. Et là-dedans, j'ai développé des compétences. J'ai découvert des humains extraordinaires, des médecins extraordinaires qui voulaient avancer. Puis là, j'ai réalisé que là, j'étais le capitaine du navire, puis embarqué dans ma chaloupe des gens qui avaient des compétences que moi, je ne possédais pas. Donc, tu te rends compte que ton navire avance et tu dois embarquer à l'intérieur des gens qui ont d'autres compétences, qui vont te faire avancer. Donc, rapidement, j'ai su bien m'entourer dès le départ, avec une mission bien précise, puis un clou, qu'on est toujours sur le même. Et aujourd'hui, ben ça... Puis le sport, le genre de sport que je faisais, les Ironman qui demandent des journées de travail, ça, pour réussir dans ce sport-là, c'est la persévérance. Donc, ne jamais abandonner. Donc, j'ai transposé ma qualité d'athlète, où je savais que j'avais cette qualité. Moi, je suis un persévérant. J'abandonne jamais. Donc, quand je me suis battu contre l'acidose lactique, j'allais jamais abandonner. Rapidement, j'ai retrouvé les mêmes points de repère, la même détermination, la même discipline, mais transposée dans une maladie plutôt que d'être dans le sport. Et toi, là, avec cette personnalité-là, quand tu rentres dans le bureau d'un ministre, d'un intervenant politique, d'une personne en position d'autorité, est-ce que les gens parfois disent « Ah non, Pierre Lavoie, il lâchera pas le biscuit. » Ils savent, oui, carrément. Puis en plus, quand ils regardent le parcours, ben je dirais, je ne sais pas qu'il est parfait, là, mais il est toujours dans le même sens. C'est défendre des causes qui sont injustes. Dans l'âme, je suis un peu un socialiste, je dirais, mais je dirais un centre droit, à l'occasion, centre gauche, à l'occasion, ça dépend de l'économie. Mais ce souci de défendre ceux qui sont pas capables de se défendre, ça vient de mes valeurs familiales, là, carrément. Là. Puis de ma communauté où je suis né, en Saint-Jean. Donc, ça, je l'avais dans mon ADN naturellement. Donc, c'était naturel pour moi de défendre ceux qui n'ont pas la chance. Puis quand j'ai subi ça avec mes enfants, ben, il fallait défendre cette cause. J'ai bien défendu, je pense. Puis après ça, on avait aussi ces gens qui me nourrissaient en données probantes, ces chercheurs, ces pédiatres, mais surtout les chercheurs, au niveau clinique, au niveau recherche aussi, qui nous donnaient tout le gros bon sens. J'avais cette capacité de vulgariser. Donc, au début, je ne comprenais pas trop. OK, là, j'essaie de transposer ça parce que moi, je suis un mécanicien automobile en passant. Donc, j'essaie de transposer ça en automobile. Puis là, quand tout le monde comprenait, j'étais capable de vulgariser. Ça m'a beaucoup aidé à rejoindre la population, à la faire embarquer avec moi, qui m'a donné beaucoup de pouvoir d'influence par la suite. Parce que on pouvait influencer, bien entendu, les décideurs politiques. Et j'imagine que oui, mais à quel point ton poids politique, Pierre Lavoie a un certain poids politique, médiatique, à quel point les gens avec qui tu interagis sont conscients de ça? Parce que moi, si je vais me plaindre au ministre de la Santé, c'est pas comme si toi, tu y allais. J'imagine que tu es reçu... tu peux parler avec pas mal tout le monde au Québec en santé, d'après moi. Quand même, puis je représente, finalement... je dis souvent aux gens que moi, j'ai pas de patron. Donc, si tu veux me fermer la boîte, là, plus compliqué. Tu peux pas appeler mon patron, je suis mon propre patron. Puis je défends des causes que je crois. J'ai cette capacité de me nourrir en arguments. Souvent, c'est des arguments scientifiques, parfois économiques. Rarement dans un endroit où c'est mal préparé. J'imagine. Donc, ça a beaucoup aidé. Bien entendu, les décideurs, j'ai dit quand je traversais le parc de Laurentides, je me suis fait dire non une couple de fois par le sous-ministre de la Santé ici à Québec, Michel Bureau. Là. Et j'essaie de comprendre pourquoi il me disait non. Je traversais le parc, puis là, je me disais, OK, je pense que là, c'est le temps de rallier la population.
Okay. Ça, j'y arriverais pas. Ça, j'avais lancé un petit bracelet bleu en caoutchouc pour relier les gens derrière le dépistage, pour qu'ils puissent acheter le bracelet et comprendre pourquoi c'est important de le porter, puis pour qu'ils puissent supporter le dépistage. Là, je sortais les données, une personne sur 21 porteur de l'acidose lactique, une sur 21 de la tyrosinémie, une sur 23 d'attaque Chihuahua-Saguenay, une sur 23 de la polyneuropathie, une sur 15 de la fibrose kystique. Il y a la cystinose, la mucolipidose, la tyrphie myotonique. Les gens disent, OK, on est dans le trouble. Ouais. Là, pour porter le bracelet, moi, j'ai besoin de convaincre un sous-ministre d'aller vers un vrai programme de dépistage génétique populationnel. Parce que les gens, à l'extérieur de notre région, ne comprennent pas. Nous, ça fait des années qu'on travaille sur comprendre une maladie récessive, comprendre une maladie dominante. Il y a des grandes différences, mais là, on peut avancer, nous. Mais ailleurs, ils ont peur, parce que la génétique fait peur, l'assurabilité, l'employabilité. Mais nous, on est ailleurs, là. Donc, on doit être les premiers à le faire. Donc, bien entendu, une fois que tu vends 85 000 bracelets en 2 mois, tu retournes à Québec, tu as beaucoup plus d'influence sur la ministre. La mission du Grand Défi à l'époque, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, là, le passage vers tout ce qui est les saines habitudes de vie, puis on va en parler peut-être un peu plus tard, l'économie d'argent pour le système de santé dans le fait d'être en santé soi-même. Donc, comment ça s'est fait, ça? Là, je suis content que tu poses la question. J'aurais pu commencer au début vers cette question. On ne la pose jamais, celle-là, on devrait me la poser. Donc, j'ai 2 questions nouvelles aujourd'hui. OK, mais comment, dans ma tête, j'ai pu passer de ramasser de l'argent pour l'acidose lactique, qui est une maladie génétique orpheline, qui touche seulement ma région, à un projet provincial où on était maintenant sur les saines habitudes de vie. Bon. En cours de route, je vais devenir porte-parole de CORAM, la Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires. Donc, en 1980, Gérard Bouchard, le frère de Lucien Bouchard, sociologue démographe de ma région, propriétaire du fichier Balzac, avec Guy Wells, qui avait un enfant de la fibrose kystique, on va vouloir développer un organisme qui allait essayer de prévenir les maladies héréditaires de notre région. OK. Donc, ça, ce programme va exister, va grandir. Puis moi, j'ai commencé à faire des coms pour l'acidose lactique dans ma région en faisant le défi Pierre Lavoie. L'organisme a repéré. Il dit, bon, Pierre, on aimerait ça que tu viennes travailler pour nous. Là, moi, je travaille là, je suis à Alcan. Je ne peux pas aller travailler à l'hôpital. On va demander à ton employeur de te libérer. Puis ça ne s'est jamais fait, mais on va lui demander à Alcan de te libérer avec salaire pour venir travailler à l'hôpital de Chicoutimi pour une cause sociale régionale. OK, bien, j'ai dit bonne chance, là. Donc, ils ont rallié tous les pédiatres de la région qui ont signé une lettre d'appui. Envoyé ça à Alcan. Envoyé ça à Alcan. Et là, ils m'ont libéré. Et quand je suis arrivé à Coram, là, je représentais toutes les maladies. Puis rapidement, moi, j'étudie beaucoup les affaires. Moi, je dis, OK, là, au Québec, il y a 850 maladies génétiques orphelines. On les dit les maladies rares. Moi, j'aime mieux dire orphelins. Et chez nous, on en avait quelques-unes qui se démarquaient. Mais donc, j'ai dit, pourquoi ils sont orphelins? Pourquoi Michel Bureau me disait non, on n'a pas d'argent pour un projet comme le tien, de prévention? J'ai dit, elle va où l'argent? Ah, OK, elle va dans les maladies qu'on pourrait éviter par des comportements responsables. Et là, quand tu regardais les données, 80% des gens qui sont hospitalisés présentement au Québec, ce sont des maladies qu'on aurait pu éviter par des comportements responsables parce qu'on ne fait pas de prévention. Il y a des dommages collatéraux et tout ça, c'est les gens qui naissent avec des maladies, qui, eux, sont mal servis dans un système universel pour tous. Donc, je dis, maintenant, il faut s'attaquer à l'éléphant. Respectons les gens, parce qu'ils n'ont pas reçu leur éducation. Préparons une nouvelle génération à avoir des comportements responsables en prévention. Et cette marge de manœuvre qu'on dégagera un jour, on pourra l'investir dans les vrais malades, ceux qui naissent avec les maladies orphelines. Donc, c'est vraiment été un cheminement dans ma tête. OK, maintenant, on va essayer de faire quelque chose de global. Et là, on s'en va sur les saines habitudes de vie. Puis les surplus du 1000 iront dans les maladies orphelines. C'est pour ça qu'on a financé à date 215 projets de recherche sur les maladies orphelines au Québec. On est un des plus gros donateurs pour des étudiants qui vont faire une maîtrise, un doctorat ou un postdoctoral dans une maladie génétique orpheline où il y a un chercheur senior. Par la suite, ils vont donner des chercheurs seniors. Donc, on investit dans les sciences de la vie. Tu peux aller médecin, mais tu peux aller aussi en recherche. Parce que maintenant, tu as des fonds. Et si tu as des découvertes, bien là, tu vas rechercher des fonds plus supplémentaires canadiens. Donc, je voyais toute la filière des sciences de la vie qu'on pouvait nourrir. Donc, moi, ce que j'avais subi par l'acidose lactique, c'est là, il faut corriger ça. Et aujourd'hui, c'est ce que fait le Grand Défi. On vient corriger une situation. Les maladies orphelines sont moins orphelins. Et le ministre, d'ailleurs, a annoncé le 7 juin dernier une politique sur les maladies orphelines. Elle a été annoncée au budget. Le fédéral vient d'annoncer 1,5 milliard pour payer les médicaments orphelins. Donc, on voit que tout est en train de se mettre en place tout doucement. Mais il fallait pousser, brasser, mettre ça en valeur, financer, faire des découvertes. Et puis aujourd'hui, ma grande fierté, c'est de dire on a réussi à travailler sur les deux fronts. En même temps. Mais l'éléphant, il n'est pas facile. Lui, il est dur à faire maigrir. Est-ce qu'il faut rester vigilant par rapport au gouvernement, le risque de voir, par exemple, les subventions baisser à long terme? Ah oui, carrément. La prévention, c'est quelque chose que tu dois toujours répéter, protéger,
et défendre. Je donne un exemple. J'ai été aussi moniteur de conduite automobile pendant longtemps, puis je m'intéresse beaucoup au bilan routier. Là. À l'époque, quand on a instauré la ceinture de sécurité, ça a beaucoup amélioré le bilan routier. Incroyable. Puis dans les dernières années, les décès de l'an passé, il y a eu 291 morts sur les routes du Québec. Okay? 30% de ces décès, c'est des gens qui ne portaient pas la ceinture. Vous voyez, il faut taper sur le clou. La ceinture, c'est important, il faut la porter. Il faut le répéter aux jeunes aussi. Donc, la prévention, c'est quelque chose qui est un peu jello, qui donne des résultats plus tard. Et on s'intéresse beaucoup plus au feu, aux incendies. Ça paraît plus beau, ça. Les pompiers partent, ils éteignent un feu, ils disent « Wow, on a des zéros ». Mais moi, j'aime beaucoup plus des détecteurs de fumée qui empêchent d'avoir un feu. Tout à fait. Mais ça, on n'est pas habitué à ça. Là. On n'est pas encore rendu dans ce mode-là. Donc, la prévention a beaucoup de misère à faire sa place. Puis, elle n'a pas encore sa place. Puis, un jour, on n'aura pas le choix de la faire rentrer au complet. Là. Comment tu fais pour concilier le message du grand défi sur la prévention, les saines habitudes de vie? Ça, ce sont des choses qui sont rentables à long terme, voire même à très long terme, avec le contexte politique, sanitaire dans lequel on vit, où ce sont des cycles électoraux de 4 ans. Je pose cette question-là à tous les intervenants qui ont les mains dedans, où même le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce des mesures pour 2025, des objectifs qui sont tout à fait à court terme lorsqu'on parle de saines habitudes de vie. Comment tu penses qu'on pourrait sortir de ce paradoxe-là? Ben moi, j'avais espoir que les coûts de santé, je me disais, quand on atteindra 50 milliards un jour, c'est sûr que ça... les gens vont dire, OK, maintenant, on fait quoi, là? Ah ouais? Là, on a atteint 59, là, le 21 mars dernier. On était à 39 milliards en 2019. Donc, on va sur une escalade des coûts, là. Et ça fonctionne plus ou moins, en plus. C'est OK. Donc, d'investir en curatif, si tu ne corriges pas à la base, la base qui est pourquoi les gens tombent malades, tu sais, non? Donc, les données, on les a maintenant. J'aime ça comparer, justement, ces pays. Ça nous permet de comprendre un peu la dynamique québécoise. Donc, le mode de vie, d'abord, je suis en train d'écrire un livre, d'ailleurs, qui sortira en septembre, là. Puis on explique très bien, de 0 à 17 ans, avec des données probantes, là, que l'humain, sur 300 000 ans, était un chasseur-cueilleur. Il s'est maintenant en forme en chassant et en cueillant. Et après une longue période de chasse, il devait devenir sédentaire pour récupérer et il devait stocker du gras. Donc le corps est fait pour stocker du gras, pour survivre à travers les situations de famine et tout ça. Bon. Et là, tout à coup, en une seconde, on devient l'agriculture, l'ère industrielle, les voitures, les iPads, le net. Et là, l'humain ne bouge plus. En une seconde. En espace-temps, là, c'est une seconde. Puis là, le corps n'a pas été fait pour ça. Donc, il y a plein de problèmes qui sortent. Les premiers problèmes, bien entendu, le corps est fait pour bouger, mais bouger pour sa survie. Là, il doit le programmer. Il doit le céduler. C'est pas dans sa nature. Pourquoi je dois céduler? Manger, oui, je le sais. Boire, ça, je le sens. Dormir, ça, je le sens aussi. Mais bouger. Donc, c'est pas dans la nature humaine de programmer quelque chose pour bouger. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile de faire bouger les gens, puis d'intégrer la prévention. Maintenant, quand je te dis ça, je me dis, comment on va réussir à changer la donne, être capable de passer à un modèle plus préventif en intégrant la prévention dans le système de santé? Bien, j'aime beaucoup parler. Tantôt, j'avais un groupe avec moi, on était 400 personnes, des années. Et je leur disais, votre espérance de vie maintenant. L'espérance de vie du Québec a atteint des niveaux records. Okay? Donc, on aurait peut-être baissé un peu, d'ailleurs, avec la COVID. Non, bien, je vais les donner. Hein. Okay, 81,6, ça, c'est l'espérance de vie de l'homme, présentement. Puis la femme est à 84,7. Et dans 5 ans, la femme sera à 85, puis l'homme à 82. On a perdu 6 mois dans le COVID, on l'a retrouvé en 2022. Ah, déjà? Oui, on l'a repris. Les Américains, qui ont une épidémie d'obésité et de diabète type 2, on le sait, là, ils ne pouvaient pas atteindre les mêmes niveaux que nous, on le savait. Là. Donc, ils ont atteint 81 en espérance de vie, ils sont mis à régresser 80, 79, 78 juste avant le COVID. Et dans le COVID, eux, ils n'ont pas fait de prévention. Donc, ils ont perdu 1 an et demi en espérance de vie. Ils ont chuté à 76,5. Les dernières données viennent de sortir en décembre. Ils viennent de chuter à 76,1. Puis on prédit que dans 5 ans, les Américains, leur espérance de vie sera de 74 ans. Quand même. Donc, quand tu es un Québécois, bientôt, ton espérance de vie sera de 84. Et quand tu es un Américain, ton espérance de vie sera de 74. Quel pays du G7 qui investit le plus dans son système de santé? Les Américains. Donc, c'est une question de système. Je veux ramener aux gens, dire qu'on s'est donné un système de santé universel pour tous. On s'est promis que tu sois pauvre ou tu sois riche, tu seras traité. Okay? Maintenant, si on n'a même pas notre contribution personnelle, il n'y aura pas de pérennité.
Le problème au Québec, l'espérance de vie, là, c'est les cardiologues, bien entendu, qui l'ont augmenté, puis les enfants qui ne décèdent plus, presque plus, qui ont augmenté l'espérance de vie, qui a atteint la même espérance de vie que les pays scandinaves. Mais eux, par contre, rentrent 7 ans plus tard que nous dans leur système de santé. Vous voyez, le gain, il n'est pas en espérance de vie, on atteint le sommet. On ne peut pas arrêter de vouloir augmenter l'espérance de vie, là, on va faire sauter de la banque. Il faut augmenter l'espérance de vie, qualité de vie, puis ça passe pas par des molécules, ça passe par des comportements responsables. Donc, si les gens n'aiment pas leur contribution, donc pas de corps, c'est ton véhicule d'expression, il te sert à travailler, à voyager, à avoir des enfants, à avoir beaucoup de plaisir. Tu dois t'en occuper. Si tu t'en occupes pas, bien, ton espérance de vie, qualité de vie sera très basse. Tu décéderas pas parce qu'on a une super armée là, de médecins là, qui vont te traiter pour t'amener ton espérance de vie qui est à 81-84. Donc, maintenant, le gain doit se faire par les comportements. Donc, la santé publique, est-ce que c'est le bon véhicule? Peut-être. Les employeurs, est-ce que c'est le bon véhicule? Peut-être. Mais les gouvernements, maintenant, doivent mettre en place des mesures préventives, comme on l'a fait en 1973 en intégrant la sécurité sur les routes, où on est passé à 2209 morts sur les routes en 1973 à 291 en 2022 avec 6 fois plus d'autos. Comme on l'a fait dans les entreprises pour sauver les travailleurs qui se tuaient, là, on a intégré des cultures sécuritaires pour atteindre 0 accident. On se tue encore au Québec au travail, mais c'est une rareté. C'est exceptionnel. Et tout le monde travaille sur l'excellence d'atteindre 0 accident. Parce qu'on dit que c'est inacceptable de mourir au travail. Pourquoi qu'en santé, on n'est pas capable? C'est parce qu'on a les moyens de payer la facture. Là, le problème au Québec, il va se diviser en deux, le système de santé. Il va ressembler aux Américains. Là, il y a des gens au Québec qui ont les moyens de se payer le fast track. Et les gens te demandent, je veux du privé. On peut-tu aller sur le privé? Le gouvernement, ça fait son affaire. Les gens changent de système, s'en vont dans le privé, ils sont traités immédiatement. Le gouvernement, c'est parfait. Je n'ai pas payé la facture, il l'a payé lui-même. Déductible d'impôt. Et là, par la suite, qu'est-ce qui se produit? Bien, mes amis ont commencé à quitter le système de santé. Là. Ils sont partis dans le système privé, ils sont partis avec 4 infirmières. Et là, le système public est en train de se faire déshabiller tranquillement pour nourrir le système privé qui semble être en train de résoudre le problème. Il peut résoudre des problèmes, mais c'est pas ce système-là qu'on avait prévu au départ. On a prévu un système universel. Donc, je me dis, si on veut le pérenniser, ce système-là, je vous dis, on doit amener notre contribution personnelle. Si on ne le fait pas, il va se diviser en deux, comme les Américains. Puis ceux qui ont les moyens, aujourd'hui, maintenant, il y a plusieurs Québécois là, qui ont les moyens de se payer fast track, mais c'est triste. Moi, je trouve ça un peu triste parce qu'au Québec, on est différent. On n'est pas des Américains. Puis on n'est pas des Canadiens. On est des Québécois. On a une culture particulière dans un microcosme. On s'est donné des valeurs. On paye plus d'impôts qu'ailleurs parce qu'on a des programmes sociaux, parce qu'on aide le monde. En 1960, là, Jean Lesage, là, avec ses ministres, là, Guérin Lajoie, sociologue, par la suite, pas sociologue, mais ministre, puis Guy Rocher, bien, ils ont réalisé que la grande majorité des Québécois n'avaient pas de secondaire. Donc, ils ont construit 454 écoles au Québec, des cégeps, des universités. Ça a créé les meilleurs médecins au monde après les Américains. Ça a créé les meilleurs ingénieurs en génie électrique, aéronautique et intelligence artificielle. Ça a créé le CC-Louise, qui est devenu l'Airbus 220, qui est considéré comme le meilleur appareil commercial qui vole dans le monde. C'est pas les Français qui l'ont construit à Toulouse, là, ni les Américains à Seattle. C'était construit à Montréal par des Québécois parce qu'on a décidé d'investir en éducation. Aujourd'hui, si les Québécois sont plus instruits, puis on est capable maintenant de regarder l'avenir d'une façon positive, on doit essayer de pérenniser ce modèle, puis garder un équilibre. Je ne parle pas du socialisme du tout, là. Le Québec, c'est un beau hybride, là, le capitalisme et le socialisme, juste bien mélangé, qui est particulier en Amérique. Il faut le préserver. Là, maintenant, la suite en santé, là, on peut plus se permettre de l'irresponsabilité sociétale, quand on sait. Quand tu ne sais pas, je te le pardonne. Mais quand tu sais, puis tu n'agis pas en fonction, bien là, tantôt, on devra amener les gens un peu à la responsabilité, puis surtout pérenniser, créer un système de santé durable, où nos enfants méritent d'avoir un système équitable pour tous, que tu sois pauvre ou que tu sois riche. On donne la chance à tout le monde. Puis ça, on peut encore le pérenniser longtemps, mais on devra y apporter notre contribution personnelle. Là, on est rendu vraiment à l'étape de changer vos modes de vie. Comment, tu disais, si tu ne le sais pas, je te pardonne. Donc, on a l'impression que les gens qui sont en forme sont de plus en plus en forme. Il y a une bonne couche de la population qui ne reçoivent pas le message, qui ne l'entendent pas. Comment rejoindre ces gens-là? Ben voilà, là, le problème que je vois personnellement, c'est qu'on a associé beaucoup l'activité physique au sport. OK. C'est deux affaires totalement différentes. Le sport, quand on dit aux gens, il y a au Québec environ 70% des gens qui n'aiment pas faire du sport. Mais par contre, quand on leur dit activité physique, là, c'est différent. Je parle à ma grande-tante, j'ai dit, vous devriez faire du sport pour maintenir votre corps en santé. Elle a dit, mais non, Pierre, j'ai 83 ans. Par contre, je lui ai dit, tu devrais faire de l'activité physique pour maintenir ton corps en santé. Ah oui, Pierre, parfait, je vais aller marcher. Je vais de l'inclure.
Donc, le problème au Québec, on a beaucoup axé l'activité physique sur le sport et la performance. Et on a créé des systèmes d'exclusion. On valorise beaucoup la performance. Ça commence très tôt dans les écoles. On accroche des bannières du RSEQ dès le secondaire 1. Derrière chaque bannière, tu as dû faire de l'exclusion pour pouvoir la gagner. Donc, rapidement, les systèmes s'installent pour retrouver des champions. Et ça, on fait ça à grand coup d'exclusion. D'ailleurs, dans le livre, ça sera très bien expliqué là, pour montrer qu'avant le secondaire 3, vos enfants doivent développer au moins 5 compétences, pas performance, 5 compétences pour être actifs pour la vie. Si vous développez de la performance, donc un monosport, 50% de ces jeunes, après secondaire 5, ne feront plus jamais aucun sport de leur vie. Les plus grands décrocheurs du sport, ce sont sport-études, monosport, au Québec. Donc, tu dis, OK, là, ça veut dire que les systèmes qui sont mal adaptés à bouger, c'est pour maintenir ton corps en santé. OK, je pensais pas que c'était pour ça, je pensais qu'il y avait des enjeux, ouais. Mais là, maintenant, il faut un peu décontaminer nos systèmes, puis amener la vraie valeur de la santé humaine, bouger, bien manger, dormir et boire de l'eau. C'est aussi simple que ça, on l'apprend dans les écoles, mais quand on arrive un peu à l'étape la plus fragile, entre le secondaire 1 et le secondaire 3, on perd 71% des ados qui arrêtent de bouger. Entre le secondaire 1 et le secondaire 3. C'est pas de leur faute, là. C'est parce que maintenant, il y a des compétitions, des rivalités entre les écoles privées et publiques, entre les clubs, et on se valorise par le sport, et là, on veut gagner. Et donc, on accroche ces titres, mais à quel prix? À grand coup d'exclusion. Donc, ces systèmes-là doivent exister, mais les retarder de 2 ans, un peu comme les Scandinaves, et amener un modèle québécois qui se dissocie un peu du modèle canadien, qui imite le modèle américain. Les Américains, à ce jeu-là, gagnent très bien. Ils ont gagné 132 médailles à Rio, 125 à Tokyo. Et ceux qui gagnent le plus de médailles au monde. Mais c'est en même temps la société la moins en forme au monde. Comment la société la moins en forme au monde peut en même temps rapporter le classement des médailles aux Jeux olympiques? C'est parce qu'ils font de l'exclusion, repèrent des champions, ils les concentrent, et ils n'est pas un champion. Là, tu regardes le cinéma américain, tu dis, wow, ils sont vraiment les meilleurs au monde, mais quand on regarde derrière la scène, là, c'est une catastrophe nationale en santé publique. Aujourd'hui, on doit penser global, santé publique, inclusif. Moi, ce que je rêve, c'est de voir dans mon quartier 2 jeunes filles qui courent, puis tu es convaincu qu'ils s'entraînent pour le marathon de Québec. Puis quand je les interpelle, je dis non, Pierre, moi, on court, c'est pour maintenir notre corps en santé. On aura réussi. Ah oui, on aura réussi. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Et là, les jeunes qui ont entendu le message en 2000, aujourd'hui en 2023? Bien là, ce qui s'est passé, il y a eu 2 grands freins, on va se le dire, là, 2 grands reculs. Là. Les tablettes, ça, je ne le cacherai pas, et la COVID. Et le gouvernement, moi, je m'attendais vraiment qu'il allait avoir, autant du fédéral que du provincial, là, un coup de barre pour ramener cette perte d'élan qu'on avait perdue durant le COVID. Mario Léoné, c'est un ami qui a sorti ces données là, qui ont été prises juste avant le COVID, 2017, qui a comparé les jeunes en 1982 par rapport à ceux de 2017. Là. On voyait qu'il y avait une ligne rouge qu'il ne fallait jamais franchir et que maintenant, cette ligne rouge-là, c'est
69% des jeunes filles ont franchi la ligne rouge et 60% des garçons l'ont franchi. Et cette ligne-là, quand tu l'as franchie, ça, c'est ta capacité cardio-respiratoire. Ton VO2 max qui est en dessous de la ligne rouge, ça veut dire que tu auras des problèmes de santé majeurs avant la quarantaine. Quand même. 70% des filles, 60% des garçons présentement. Puis on accepte ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est parce que derrière nous, il y a un tsunami. Si vous pensez que les personnes âgées sont dures à traiter, ils vont coûter cher, là. Mais derrière, c'est des jeunes qui ont des problèmes de santé majeurs très tôt, là. Des hanches, là, et des genoux, là, vous allez changer ça très tôt, là. Là, on change ça à 55, 60, là. Ça va commencer bien avant ça, là. Des diabètes de type 2 à 12, 13 ans, là. On sait très bien que le diabète de type 2, après 10 ans, tes artères sont bouchées. Les artères, on va en déboucher à partir de la trentaine, là. Je dis non, c'est impossible. Hein? Vous comprenez pas, là? Les données sont là, on les a maintenant. On a fait des études sur les Québécois, en passant, sont les moins pires en Amérique. Vous allez voir dans le livre, là, on est les moins pires, les meilleurs du Canada, puis les meilleurs de tous les États-Unis. Même si on fait piètre performance. On est cancre, mais les moins pires des cancres par rapport aux Scandinaves. On est vraiment, c'est voir dans les données, là, on s'est dit, OK, le meilleur pays au monde, c'est la Slovénie, bien entendu, 2 millions d'habitants. C'est un exemple mondial. Eux, si on a un pays imité, c'est pas la Suède, c'est pas la Finlande, c'est pas la Norvège, c'est pas le Japon, c'est la Slovénie. Puis ça, on n'en parle jamais, mais eux, vous allez voir dans le livre, sont impressionnants. Avec 2 millions. Peut-être vous allez me dire, ils ont moins d'habitants, c'est peut-être plus facile à contrôler, mais c'est intéressant de voir leur système d'inclusion, le sport, comment est-ce qu'il est accessible pour tous, c'est culturel. Ça. Le message du Grand Défi Pierre Lavoie, au début, moi qui suis quand même relativement en forme, ça m'apparaissait inaccessible comme activité. Toi-même, tu faisais le Grand Défi au complet, là, sans dormir. Sans dormir. Tu arrivais à Montréal presque incapable de parler, aphone, épuisé, là, je me disais. On appelait ça le Grand Défi Pierre Lavoie. Je me disais que... le message était quand même extraordinaire, mais je me dis, il y a un paradoxe là-dedans. Ouais, je veux dire, la santé, la prévention, puis, comme on dit, le gars est en train de se tuer à l'ouvrage. Donc, où a eu la transition? Ouais, elle était assez rapide. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, il faut quand même capter l'attention. On a un message à passer. Là. Bon. En faisant 1000 km, là, ça interpellait les gens, ça semble inaccessible. Donc, ceux qui ont répondu à l'appel, qui ont joint, mon effort, c'était tous des bons cyclistes. Okay, donc, les vitesses étaient astronomiques. On roulait très, très vite. Tout le monde était bon. Ça allait super bien. Okay? Oui, tout à fait. Mais rapidement, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'allais les impliquer. Donc, moi, je savais que le mouvement social, c'était d'aider les écoles primaires défavorisées à acheter des équipements pour faire bouger les jeunes. Donc, donner des outils à nos enseignants dans les écoles. Donc, j'ai demandé aux cyclistes de parrainer des écoles primaires défavorisées. Oups, là, on allait augmenter la charge. On ne faisait pas juste pédaler pour nous. Là, maintenant, il fallait s'impliquer socialement, aller dans c'était obligatoire. Donc, les bons cyclistes n'ont pas le temps, eux. Il faut qu'ils s'entraînent. Donc, ils ont tous disparu. OK. Ouais, mais pas tous, quand même. Bah, presque la majorité. On a un ami commun qui est encore là. Oui, je sais, là, mais des exceptions sont restées. OK? Mais la grande majorité de ceux, c'était correct. Au début, ils nous ont aidés à partir le mouvement, à faire naître le 1000 km. Puis rapidement, là, j'ai augmenté. On est passé de 40 heures. Aujourd'hui, on fait 60 heures le 1000 km. Vous voyez, là, je vais ajuster en augmentant le nombre d'heures, le nombre d'équipes également, en baissant les vitesses, en étant le plus inclusif possible. Et en disant aux gens que change ton mode de vie. J'ai demandé aux cyclistes de parrainer une personne sédentaire. C'était obligatoire. Dans leur équipe, il doit y avoir une personne sédentaire qui ne s'entraînait pas avant. Ils doivent l'intégrer, le préparer, changer son mode de vie, puis l'amener avec eux et l'encadrer durant la fin de semaine. Je ferai des étapes un peu plus courtes, plus inclusives encore pour lui. Et là, tranquillement, on impliquait les gens à comprendre. Non, là, nous, on est des convaincus. Là maintenant, il faut rejoindre des gens qui, dans votre rue, rêvent de le faire, le Grand Défi. Puis on va le rendre le plus inclusif possible. Ça n'a pas passé au niveau public parce que l'image, on voyait des cyclistes avec des beaux casques, des beaux vélos, des belles couleurs. Ça donnait un côté élitique des vélos à 5 000 $. Tu dis, wow, c'est vraiment réservé une classe. C'est là que j'ai décidé de faire la boucle. En incluant une étape du 1000, on disait aux gens, venez, inscrivez-vous, un parcours de 130 km, où vous devez changer votre mode de vie pour le réaliser. Sécuritaire, sans chronomètre. Prenez le temps que vous voulez, là, mais vous allez venir rouler avec nous. Là, c'est là qu'on a monté jusqu'à 8000 cyclistes. Et on faisait nos études. 80% de ces gens qui participaient à la boucle, c'était des gens qui ne faisaient pas de vélo l'année d'avant. Donc, on allait créer des ambassadeurs, des familles qui allaient voir leur mari s'entraîner, des femmes qui s'entraînaient pour leurs enfants. Là, on allait créer plein d'ambassadeurs. On faisait un job de santé publique. Là, je rentrais dans ma mission. Là, le 1000 avait beaucoup évolué en étant de plus en plus inclusif. S'assurer qu'on rejoigne le maximum de gens. Donc, après ça, on a intégré le million de kilomètres ensemble en disant aux gens, bon, durant qu'on pédale le 1000, c'est encore lui cette année, allez rouler, allez marcher, allez
courir, allez bouger, faites vos kilomètres, nous les donner. On va essayer ensemble d'atteindre 1 million de kilomètres au Québec parce qu'on croit à cette valeur de la santé humaine par l'activité physique. T'sais. Donc, c'est ça qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on avançait vers mon objectif ultime, c'est de faire bouger tout le Québec. Mais au départ, bien entendu, il a fallu faire un effort, je dirais, plus spectaculaire. Oui, c'est ça. Mais cet objectif ultime-là, est-ce que c'était si clair que ça au début ou d'année en année, on rajoute des briques à l'édifice? Non, le grand défi a été créé 2 ans avant, dans un hôtel à Chicoutimi, dans une suite à la Saguenayenne. Il était écrit au complet, comme on le voit aujourd'hui. OK. Tout avait été écrit. OK. Le défi, la boucle, le 1000, les cubes énergie, la course au secondaire. OK. Tout avait été écrit. J'allais juste faire les étapes une après l'autre. OK, je comprends. Donc, tout avait été prévu. Et moi, j'avançais seulement en attendant que les gens soient prêts. Ouais. Puis on ne peut pas forcer les gens. Mais au départ, on a fait ces coups d'éclat du 1000. Je perdais ma voix, bien entendu. Maintenant, la nuit, je vais me coucher. C'est ça. Pour garder mon arme principale, là, c'est ma voix. C'est pour ça qu'on appelait ça le grand défi perdre la voix en cours de route. Je finissais par perdre la voix. Dis-moi, où tu vois-tu le grand défi dans 10 ou 20 ans? Là? D'abord, l'institution qui est le grand défi. Et toi, là, la relève? Moi, là, tu vas avoir 60 ans bientôt, je ne m'abuse? Je suis dedans, là. Oui, je vais l'avoir en décembre. Là. Donc, je suis dans mon année 60. J'avais tellement hâte d'avoir 60 parce que je change de catégorie. Là. Et c'est une catégorie où j'ai prôné. Non, investissez dans vos saines habitudes de vie, investissez dans votre rire santé, puis à quel moment vous le retirez? C'est à 60. Vous commencez à retirer votre rire, puis vous allez en profiter pendant longtemps. Ouais. Mais comment je le vois? Les 5 premières années que je faisais le défi perdre la voix, il y avait une grande préoccupation. Je voyageais beaucoup entre Montréal, parce que nos bureaux principaux sont à Boucherville. Moi, je demeure à Chicoutimi. J'ai toujours demeuré à Chicoutimi. Je n'ai jamais quitté ma région. Donc, j'ai voyagé beaucoup entre Chicoutimi et Montréal, jusqu'à 3 fois semaine. Là, quand même. Pendant 11 ans. D'ailleurs, j'ai calculé, j'ai roulé 1 200 000 km là, sur 11 ans. Okay, ça, c'était ma contribution personnelle d'investissement. Et je me disais, quand je reviens de nuit dans le parc de Laurentides, je revenais souvent vers minuit, 1 heure du matin, si je frappe un orignal puis je me tue, est-ce que le grand défi s'arrête? Les 5 premières années, c'était oui. Il dépendait d'un seul homme. OK. Donc, j'avais un empressement d'engager les gens pour que d'autres personnes l'incarnent à ma place. Aujourd'hui, je peux me tuer dans le parc de Laurentides, il n'y a aucun danger. Le mouvement des saines habitudes de vie va continuer sans moi. Maintenant, il est intégré dans le discours sociétal, à travers nos politiciens, à travers la santé publique, à travers les entreprises maintenant, les individus qui l'incarnent. Donc, on a voulu créer plein d'ambassadeurs qui allaient maintenant, tous et chacun, travailler dans leur coin. Puis aujourd'hui, donc maintenant, le grand défi, comment il va évoluer dans les prochaines années? Est-ce que le 1000 va continuer? Un jour, il finira par s'arrêter. Est-ce que les cubes énergie vont continuer dans les écoles? C'est un concept qui est simple, qui fonctionne, qui s'est exporté maintenant dehors du Québec, qui doit continuer parce que c'est un clé en main. C'est gratuit pour les écoles en plus. Les grandes marches, les médecins sont engagés. Ils vont aller encore beaucoup plus loin dans les prochaines années. Ils croient à la prévention. Ils veulent juste avoir des pistes d'atterrissage pour leurs patients. Il faut juste leur créer cet environnement favorable pour qu'ils puissent diriger leurs patients vers ces pistes d'atterrissage on les dirige vers la prévention. Ça doit continuer aussi. Il y a plein de morceaux du grand défi qui devront poursuivre sa mission. D'autres devront s'arrêter. Les jeunes adolescents, on devra toujours faire des efforts pour eux parce qu'ils arrivent dans la période de turbulence. Leur offrir des événements non chronométrés où on ne les mesure pas, on ne les évalue pas, puis on ne les compare pas, c'est ce qu'ils ont besoin, nos jeunes. Parce que les études nous démontraient qu'est-ce qui motive un adolescent, un jeune enfant ou une personne adulte à répéter une activité physique au quotidien, c'est le plaisir et les amis. Quand tu as du plaisir avec un ami, tu veux le répéter à tous les jours. Quand je dis aux gens, si vous n'avez pas d'amis, faites comme moi, jetez-vous un chien, moi j'ai un berger australien, puis lui, tous les matins, il me regarde, puis il veut aller marcher. Donc, il va vous faire sortir dehors, ce sera votre ami de compagnie. Vous allez sortir et vous demeurez actif. Donc, pour moi, la suite des choses va se faire avec moi en parallèle ou un petit peu à l'intérieur. Puis, vu que je devrais vivre très longtemps, je vais continuer à écœurer les gens à rester actifs le plus longtemps possible. Est-ce que le surentraînement, pour toi, c'est un enjeu? Pas pour moi. Mais pour les gens qui en font, parce que tout ce qui est Ironman, double Ironman, bon, là, dans le livre, Ironman, ça, c'est une autre catégorie.
c'est pas nécessairement bon pour la santé. Ça peut être ça dangereux de promouvoir ce type d'activité-là. Exact. Donc, C'est drôle quel regard tu portes là-dessus, toi qui as été un maintenant, peu l'ambassadeur de ça aussi? Pas ambassadeur. C'était quelque chose, c'était mon véhicule d'expression. Ouais, OK. Faut pas oublier ça, c'est que moi, je ramène dans le sport. Okay? D'abord, moi, je travaille dans une usine, à l'époque, où je suis dans un modèle où j'évolue dans un cadre. Un cadre, c'est quoi? C'est que tu n'as pas le droit de faire plus que ci. Tu n'as pas le droit de faire plus que ça. Ça, c'est pas dans ta tâche, puis tu n'as pas assez d'ancienneté. Bien, c'est ça un cadre. Puis moi, j'étais un 5. Ma vitesse, non, moi, j'étais un 5 vitesse 5. Et quand tu m'imposes une vitesse inférieure, donc je suis malheureux. Donc, dans mon travail, je ne pouvais pas m'exprimer. Je dérangeais. Donc, je l'ai fait dans le sport, où personne n'allait limiter ma vitesse d'expression. Donc, bien entendu, rapidement, j'ai arrêté de fumer à 21 ans. J'ai commencé à faire du sport. À 22 ans, je commence à m'entraîner. Là. Vraiment, 22. Il faut que j'apprenne à nager. La course, c'est assez naturel. Tout le monde peut courir. Le vélo, bien, je commence à maîtriser cet élément-là. L'hiver, je fais du ski de fond. Et rapidement, je performe en triathlon. Puis là, bon, moi, c'est le triathlon, c'est quoi justement? Ben, c'était l'Ironman d'Hawaï qui était hyper attractif. Mm-hmm. Je vais y participer. Mais à ma première participation, je finis dans les 50 premiers. OK, ben là, je vais continuer. Fait que finalement, j'en ai fait plusieurs, mais j'ai eu de l'intelligence. D'ailleurs, c'est dans mon livre. J'expliquais tantôt les 5 compétences avant 13 ans. C'est que j'avais déjà 3 compétences, plus le ski de fond, j'en avais déjà 4. Donc, durant l'hiver, pendant 4 mois, je faisais que du ski de fond. Je nageais plus, je courais plus et je roulais plus. Je guérissais mes micro-blessures qui avaient été produites durant l'été, en course à pied surtout. Et quand je revenais, j'avais un entraînement de 6 semaines que j'avais développé personnellement pour me mettre au niveau mondial, au niveau des Ironman. 6 semaines d'entraînement, je faisais mon Ironman. Après ça, je coupais les gaz, je retombais à 10 heures par semaine. Quand j'arrivais à Hawaï, 6 semaines, je performais à Hawaï, coupe les gaz, tombe en ski de fond. Donc, j'ai toujours navigué dans différents sports. Donc, j'ai préservé mon corps. Même, j'ai fait 35 Ironman, j'ai couru à peu près 10 marathons. Mais dans le livre, on le dit très bien. Là. Donc, l'humain n'a pas été fait pour courir. L'humain, il était conçu pour marcher. Courir, c'était pour se sauver d'un prédateur ou attraper une proie. Ça ne durait pas longtemps. Et l'humain, quand on le fait courir des ultra-trails, comme notre ami Martin, ton corps n'est pas fait pour ça. Tu auras des problèmes inévitablement plus tard. Donc, le corps, il finit par s'adapter, mais mal à tout ça. Et les conséquences arrivent beaucoup plus tard. Donc, c'est pas recommandé de courir des marathons, dans mon livre. C'est pas recommandé de faire des courses de trail non plus. Et ce sera plus recommandé de faire des Ironman parce que ça use ton corps prématurément. Donc, tu devras plutôt garder un genre d'équilibre. Et les données nous le démontrent. Là. Quand on reste autour de 1 heure par jour, tu peux y aller jusqu'à 7 fois semaine. 5, c'est encore mieux. 5 heures par semaine à 7 heures par semaine. Un peu d'intensité à travers ça. Tu obtiens un niveau, je dirais, de protection au niveau de ton corps beaucoup plus grande que celui qui va vers l'augmentation des heures. Donc, là, avant, on n'avait pas les données. Maintenant, on les a. C'est pour ça qu'on les partage dans le livre. On va montrer les dernières données qui sortent des études scientifiques pour montrer que maintenant, c'est l'équilibre. Ça a toujours été ça, mais c'est ça. Est-ce que vous abordez dans le livre tout ce qui est de la question du surpoids, puisque c'est un sujet aussi qui revient souvent sur la sellette, puis parfois dans les médias aussi, on a un message un peu contradictoire ou c'est pas grave d'être en surpoids, s'accepter tel que l'on est. Là. Quelle est la position de Pierre Lavoie là-dessus? On en parle franchement. Puis en même temps, à l'extrême, tu as les troubles alimentaires aussi. Là, il y a toutes sortes d'enjeux. Là, donc, mais on dit vraiment, on l'annonce, on en parle franchement, en se disant qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a des problèmes qui viennent avec le surplus de poids. Mm-hmm. Et ça, bien entendu, qu'est-ce qui fait que les gens ont des surplus de poids? Maintenant, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Mais en banalisant que c'est pas grave, là, c'est autre chose. Parce que la personne, sa vie, avec sa vie. Donc, on explique un peu les éléments, les dommages collatéraux qu'il y a autour. Tout en dedans, les vraies données qui nous expliquent que c'est sûr que quand tu es en surplus de poids, bien, ça te cause des problèmes. Contrairement à ce qu'on pensait, à l'époque, on disait, il y a 30% des personnes qui sont obèses, qui sont des gens qui sont en top shape. Les dernières données viennent de sortir, c'est faux. C'est juste une question de temps que tu auras un problème de santé. Donc, c'est tout nouveau. Là. Avant, on nous disait même, Jean-Pierre Després nous disait que, prenez garde, il y a 30% des personnes qui ont surplus de poids qui sont en forme. Oui, pour l'instant. Mais à long terme, c'est faux. Donc, donc on ne veut pas que les gens soient minces, c'est pas le cas. Là. Non, c'est ça. Quand on parle de surplus de poids, on parle vraiment
quelque chose qui est extrême, là. Mais il faut quand même dire les vraies affaires. Là. Si on ne dit pas les vraies affaires aux gens, puis on banalise, ça envoie un mauvais message. Ben oui, on a la tête dans le sang, puis nous, dans le livre, on n'a pas le choix. Il faut dire les vraies affaires. Puis il y a des chercheurs qui le confirment. Donc, on est padé par la recherche. Dis-moi, as-tu une devise? Un mantra? Quelque chose pour rallier tes troupes? Ou, Oui, mais ça a tout le temps été la même affaire. L'inconfort nous rend plus forts. Ça, j'ai déjà entendu ça. La difficulté qu'on vit, les gens, ils évitent les problèmes, contournent les obstacles. C'est une erreur. Parce que si t'approche serait ce ne sera pas facile, je vais y aller quand même. Le pire qui va m'arriver, c'est que je ne réussirai pas, mais j'aurai appris. Quand tu as une approche comme ça, c'est qu'on se retrouvera un jour ensemble en haut de la pyramide de la société. Il n'y a rien qui se fait dans la facilité. Donc, les chutes, c'est important. Ce qui est important, par contre, c'est ne jamais abandonner. C'est ce que j'aime beaucoup dans la persévérance. Là. Ça, j'ai cherché souvent comment rallier les jeunes à l'école. Parce que j'ai travaillé à l'époque un peu sur la persévérance scolaire. Je trouvais que mon message, c'était Michel Perron qui travaillait chez nous à l'époque avec Écoble, qui me faisait venir. Il dit, Pierre, viens parler aux jeunes. Ils t'aiment beaucoup, puis tu fais des Ironman. Il faut être persévérant pour faire ça. Je trouvais que c'était inaccessible ce que je faisais. T'sais. Oui, je passais le message, mais j'ai fini par le trouver il y a 5 ans. Okay, j'étais dans une école, les jeunes de secondaire 4, parce que moi, ma fille vieillissait, puis elle était à peu près à ce niveau-là, puis là, je comprenais un peu plus la dynamique, parce que mes autres enfants, bien entendu, étaient décédés. Le fils Beaumont-Pierre, je l'avais presque pas vu ado, parce qu'on se battait pour sauver nos 2 autres enfants. Donc, ma fille Joliane, qui est née grâce à la découverte du gène, elle, j'ai pu suivre son processus au complet et la voir vivre dans des systèmes discriminatoires. Donc, elle m'a beaucoup appris. Mais je me disais, aux jeunes, tu sais, tu es à l'école, il y a devant moi. Toi, tu as de la misère en sciences, pas en maths, puis ton ami à côté, il n'y a aucune difficulté. Au niveau cognitif, lui, c'est facile. Donc, toi, tu as des échecs, tu as des réussites à l'occasion. Tes parents t'aident, les enseignants, mais c'est pas facile. Tu rushes. Parce que ton ami à côté, lui, les sciences et maths, c'est très, très, très facile. Tu arrives à la fin, tu réussis quand même ton secondaire 5 avec très grande difficulté. Tandis que ton ami à côté avec très grande facilité, avec mention. Les deux vont venir appliquer au grand défi, lequel des deux que je vais embaucher? Le persévérant. Pourquoi? C'est parce que pour bien réussir ta vie, ça te prend au moins 200 outils dans ton coffre. Être bon à l'école, c'est un outil. Il t'en manque 199 autres. Tandis que l'outil de la persévérance, ça, c'est un outil passe-partout. Vous regarderez un mécanicien, là, il sert souvent de certains outils régulièrement. L'outil de la persévérance, c'est un outil là, que tu vas te servir dans tous les domaines. Donc, quand tu as de la misère à l'école, c'est quasiment positif. Va chercher l'outil de la persévérance. Parce que mes dossiers les plus difficiles au grand défi, là, c'est à toi que je vais les donner parce que je sais que tu ne baisseras jamais les bras. Donc, c'est important que les jeunes comprennent que c'est normal d'avoir des difficultés. C'est un apprentissage, tu développes des mécanismes. Et je dis aux gens, évitez pas les défis ou les épreuves. Recherchez-les. Au contraire, c'est un grand apprentissage. Un jour, quand vous serez adulte, vous allez vous rendre compte que quand ces personnes-là arrivent en haut de la pyramide, bien, c'est une série d'inconforts. Donc, l'inconfort nous rend plus forts, que ce soit à l'entraînement, quand il pleut. Moi, je me rappelle au début du premier défi Pierre Lavoie en 2009, c'était un printemps, il pleuvait, puis il y avait même eu de la neige en juin. J'avais un ami qui était cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui était descendu à Saguenay s'entraîner avec moi. Puis il pleuvait, puis il me disait « Ouf, Pierre, c'est vraiment pas agréable. » J'avais dit « Écoute, il pourrait neiger, ça pourrait être pire. » Il m'avait regardé, puis il l'a toujours retenu. « T'as raison, ça pourrait être pire. Ouais, ça pourrait être pire. » Je dis « Regarde, puis si tu viens pas t'entraîner dans des conditions difficiles, puis tu arrives dans le mille, puis il pleut, tu vas trouver ça difficile. Tandis que moi, je m'entraîne dans ces conditions-là. Donc, c'est pour ça que cet état d'esprit, d'aller un peu dans la difficulté, bien, ça te permet d'être une autre personne dans la vie, puis ça te développe un trait de personnalité qui va faire une grande différence. Là. Dis-moi, tu as déjà dit que perdre un enfant, c'est comme tomber dans le vide, là, donc c'est une citation de ton site web, mais sans jamais toucher le sol. Ouais. Est-ce qu'on finit par toucher le sol? Ah ouais, moi maintenant, ça prend combien de temps? Ben, moi, c'est arrivé... tu sais, aujourd'hui, c'est arrivé avec la découverte du gène et la naissance de Joliane, tu sais. Tu sais, Joliane, elle est née grâce à l'avancement de la recherche et la découverte du gène. Donc, cette bataille qu'on avait enclenchée avec Raphaël pour changer la destinée de notre fils,
malgré qu'il est décédé, puis qu'on a continué, puis qu'on a fait 4 défis Pierre Lavoie, puis on a financé la recherche, puis on a découvert le gène, ça a permis des dépistages génétiques qui allaient permettre justement de le faire et avoir des tests prénataux sûrs à 100%. Puis Joliane, c'est le premier enfant à naître au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans une famille qui avait eu des enfants à temps. Là, maintenant, toutes les familles ont eu des enfants. Nous, on était les premiers. Là. Dès que la découverte du gène est arrivée, on s'est lancé dans l'aventure. Lynn est tombée enceinte, puis on est passé par la biopsie organique avec un résultat à la 10e semaine de grossesse. Donc, notre fille, aujourd'hui, Joliane, c'est une cadeau du ciel. Ah oui? Elle est née grâce à la découverte du gène, puis aujourd'hui, d'une famille qui n'a jamais baissé les bras. Puis quand elle est arrivée, elle est venue fermer la boucle. C'est ça. Puis aujourd'hui, quand je regarde le grand défi, c'est l'héritage de Laurie et Raphaël. Mais ma motivation, c'était sauver mes enfants, puis faire avancer une cause qui semblait... qui était injuste, puis qu'on devait faire avancer. Ça. Si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, instantanément. OK, bien, moi, je ferais une chose très simple. Je créerais un ministère de la Santé et je créerais un ministère de la Maladie. Donc, tous ceux qui sont malades sont dans le système de la maladie, puis ceux qui sont en santé, ceux qui maintiennent leur santé sont dans le système de santé. Donc, dans le système de santé, bien entendu, j'ai des leviers, j'ai des fonds pour financer tout ce qui maintient la santé d'une personne. Donc ça, à ce moment-là, ce système-là est en action. Dès que tu tombes malade, tu tombes dans le système de la maladie. Pour être capable de cloisonner la prévention, pour être capable de l'amener... La financer adéquatement. Exactement, adéquatement, avec des leviers où tu as une concentration, éviter d'être malade. Mais évidemment, ce sont des vases communicants. Ouais. On retrouve la santé, on revient dans l'autre. Mais dans la maladie, on serait capable de les départager. Mais quand je m'assois autour d'une table, bien entendu, qu'est-ce qui sera priorisé? Toujours la maladie. Tout à fait. Donc, quand je m'assois autour d'une table, si je te donne le choix dans un GMF de choisir un kinésiologue ou une infirmière ou une physiothérapeute, on va choisir systématiquement l'infirmière et la physiothérapeute. Le kin ne sera pas pris. Donc, pourtant, le kin, c'est le seul qui fait de la prévention. Non? Mm-hmm. Les autres sont toujours dans le guérir des bobos. Dans le thérapeutique. Tandis que lui, on est dans la prévention, éviter les affaires, reconditionner une personne. Mais ça, le kin, on ne les a même pas encore reconnus. Donc, une des choses que je ferais, c'est créer un ministère de la Santé puis un ministère de la Maladie. Puis, bien entendu, reconnaître les kinésiologues au Québec comme ordre et les intégrer dans toutes les GMF et dans les pharmacies. J'intégrerais des gens de préventif qui ont une formation universitaire. Ils sont capables de décharger un médecin et le médecin aura enfin une piste d'atterrissage adéquate sur une personne, qui prend en charge une personne, qui la mesure, qui la met en action et qui la remesure pour la garder motivée. Puis ensuite, qui les rassemble pour les faire marcher, comme je vois chez nous dans le parc de Chicoutimi, où il y a un kin rattaché à une pharmacie qui fait marcher tous les clients de la pharmacie. Pas les patients du médecin. Les clients de la pharmacie Champagne et Couture à Chicoutimi, ont un kin depuis 8 ans. Et ces gens-là, quand ils viennent, ils les font marcher dans le parc tous les matins. Et ils font socialiser, et ils marchent avec le kin qui leur donne des conseils. Ça, je trouve, c'est la vraie médecine préventive. Ça veut dire que les pharmacies amènent aussi leur contribution. C'est un commerce de proximité. Sociale. Ben oui, c'est un commerce de proximité. Ils connaissent leurs clients. Le médecin sait qu'il doit tourner. Les pharmacies ont déjà vendu des cigarettes. Là. Ils pourraient vendre des podomètres, des mitaines, des gants, des espadrilles pour leurs patients, pour maintenir leur santé globale. Ouais. Donc, il faut revoir le système en disant, OK, maintenant, on a un humain devant nous, sa capacité de maintenir sa santé est inouïe. Puis là, on va l'aider. C'est drôle parce que je pensais à ça tout à l'heure. Peut-être si le ministre de la Santé nous entend, il va peut-être y penser. Il y a un cardiologue de Québec ici, Dr Paul Poirier, qui avait lancé cette activité-là il y a quelques années. Puis on parlait d'image tout à l'heure. Il me semble que je verrais bien, moi, par exemple, le ministre Dubé ou le premier ministre, M. Legault, instaurer la marche du premier ministre. Ouais. Moi, je verrais bien ça, mettons, la marche du premier ministre, je sais pas moi, le dimanche matin. Ouais. Puis on dit aux gens, à 10h, le dimanche matin, le premier ministre sort marcher, sortez marcher. Ce serait pas impossible. Ah, carrément. Puis je pense que... Ça serait suivi par les médias, puis éventuellement... Quand on organisait les grandes marches, le PM, il est beaucoup derrière ce qu'on fait. Mais il y allait hebdomadairement. Ah oui, carrément. Puis nous, à l'époque, j'avais une autre idée, là, parce que les cubes énergie, on sait que c'est 80% des écoles au Québec, des enfants qui font les cubes. Puis l'idée était de dire, on pourrait organiser l'heure du grand défi. Les gens disaient, oui, OK, l'heure du grand défi, c'est le samedi matin à 10h. Donc, qu'est-ce qui se passe le samedi matin à 10h? Vous ouvrez votre porte, vous sacrez vos enfants dehors, puis vous barrez la porte. Vous les mettez dehors. Puis là, ça se passe pendant 1 heure, parce que nous, à l'époque, on allait dehors. Pourquoi? Parce que nos amis étaient dehors. Là, nos enfants, quand ils vont dehors, les amis restent en dedans, puis ils font de l'ordinateur, puis ils font des écrans.
Tandis que là, tous les parents du Québec mettraient leurs enfants dehors à 10 h le matin, samedi. Tout le monde barre la porte pour faire leur ménage, les enfants restaient dehors. Puis là, faites-en pas à l'extérieur, ils finiraient par, comme nous, s'organiser pour bouger ensemble. Tout à fait. Donc, on ferait ça à chaque année, à toutes les semaines. L'heure du Grand Défi, c'est le samedi matin à 10 h. On met nos enfants dehors pendant 1 heure. Ça pourrait être une bonne idée. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour, dans ton cas, peut-être, je ne sais pas, faire une randonnée de 300 km en moi, il y a quelqu'un, mon idole, je dirais, puis il est intellectuel, c'était Gérard Bouchard, puis c'est encore lui, mais il y en a un autre qui est venu dans les dernières années. Je ne vais pas le remplacer, mais juste à côté de lui, c'est Guy Rocher. Donc, Guy Rocher, c'est un sociologue qui, à l'époque, a pensé la Révolution tranquille et qui a beaucoup influencé le gouvernement à créer le ministère de l'Éducation, à mettre les curés dehors, pour dire maintenant, on éduque tous les Québécois. Pas juste ceux qui sont élites, on en fait des curés. Non, maintenant, tout le monde mérite d'être éduqué. Mm-hmm. Donc, ils ont créé le ministère de l'Éducation. Et donc, c'est un des pères de la Révolution tranquille, qui est encore vivant aujourd'hui, qui a 98 ans et qui enseigne encore à l'Université de Montréal. Donc, cette personne-là est restée branché cognitivement, en continuant d'enseigner. Il est venu plaider d'ailleurs à l'Assemblée nationale il y a 6 mois pour défendre la loi du gouvernement sur le français. Il a expliqué ses erreurs qu'il avait fait à l'époque. C'est intéressant quand on lit son livre. Hyper pertinent, encore aujourd'hui, à 98 ans. Et tu ne l'as jamais rencontré? Non, j'ai écrit quelques fois. Qu'est-ce que tu attends? J'attends qu'il ait 100 ans. Non, mais il y a la preuve vivante là, que tu peux t'impliquer toute ta vie. Tout à fait. Puis, probablement qu'il garde quand même une forme physique, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, là, mais au niveau cognitif, il est resté branché cognitivement, puis continue à nous nourrir et nous influencer dans la bonne direction. On boucle la boucle sur l'importance de garder notre cerveau actif. Totalement. Quelque chose. Une dernière pensée avant de... Je dirais aux gens, écoutez, bouger, c'est plus simple qu'on pense. Puis, soyez des modèles. Les gens ont besoin de modèles. Le premier modèle, c'est pas le prof d'éduc à l'école, c'est les parents. Les jeunes ont besoin de modèles pour se sentir, OK, dans quel environnement qu'on est, là, t'sais? Donc, on voit que présentement, il y a beaucoup de problèmes d'anxiété chez les jeunes. C'est de l'anxiété de performance, là, qui est véhiculée par la société, souvent par les parents également. Ça donne pas des enfants très forts, OK? Au niveau santé cognitive. Donc, aujourd'hui, on voit que le COVID nous a affecté mentalement, un peu tout le monde, là. Puis là, on doit apprendre de tout ça, là. Maintenant, est-ce qu'on pourrait ramener ça à des valeurs beaucoup plus simplistes et humaines et de dire aux jeunes, aux parents, arrêtez de mettre de la pression sur vos enfants, faites-leur confiance, donnez-leur les outils nécessaires pour réussir dans la vie. Pour ça, je dis aux gens, vous savez, qu'on apprend le français, l'anglais, la science, les sciences, la géo, puis l'histoire, puis c'est pour être fonctionnel dans la société. T'sais. Si je te spécialise en maths, parce que tu es très bon en maths, mais tu ne fais plus aucune matière parce que tu es tellement bon en maths parce qu'on veut faire une sommité avec toi, tu deviens une sommité en maths, mais quand tu arrives dans la société, tu es infonctionnel. Transposez ça à l'activité physique. Quand vous spécialisez vos jeunes, vous leur mettez beaucoup de pression à être un joueur de la Ligue nationale de hockey ou un joueur de soccer exemplaire, mais dites-vous qu'il n'y a aucun problème. Mais l'important, c'est que votre enfant, une fois qu'il va vieillir, est-ce que dans son coffre à outils, il y a d'autres compétences que s'il change d'amis ou il est écœuré de faire son sport, va rester actif? Les études nous démontrent que c'est non. Donc, enlevons la pression sur nos jeunes. Assurons-nous qu'ils sont dans des milieux sans pression, ni toxiques, pour ramener un peu ces valeurs de l'humain, parce que l'humain a une capacité physiologique incroyable et cognitive. Souvent, c'est brimé par tous ces éléments qu'on essaie d'amener puis forcer. Donc, soyez un peu plus cool avec les jeunes, parce qu'on a besoin de faire bouger les jeunes, parce que là, quand on regarde des personnes âgées, eux, ils ne l'ont pas reçu dans leur éducation. Donc, on ne peut pas leur reprocher. On va continuer à les soigner dignement, OK? S'occuper d'eux, mais arrêtons de faire rentrer des gens trop tôt dans le système de santé. Et ça, c'est une responsabilité sociétale. Plus tard, si on ne fait pas les bons gestes avec eux, ils vont nous le reprocher. Parce que maintenant, on sait. On doit poser des gestes. C'est pour ça qu'on interpelle les gouvernements. On dit là, maintenant, là, on a assez de données probantes québécoises. Avant, on n'en avait pas. On prenait celles des Scandinaves, d'autres pays. Maintenant, le Québec a fait ses propres données. C'est le temps qu'on passe au modèle québécois. C'est le temps qu'on passe à une autre échelle, puis qu'on crée notre propre modèle. Qui un jour, bien entendu, comme le Lab École, là, présentement au Québec, on est en train de construire les meilleures écoles au monde. Pas les plus belles, les meilleures écoles au monde. Parce qu'on a assis tout le monde autour de la table. Là. C'est pas juste le directeur des ressources matérielles qui l'a construit avec la direction de la commission scolaire. Là. C'était pensé, réfléchi avec les citoyens du quartier, les parents, les enfants, la direction de l'école et les enseignants.
après, on s'est mis à travailler. On a d'abord pris le pouls du milieu. Et on a fait une école à leur image, à leur couleur. Parce qu'à Massachusetts, tu ne construis pas la même école qu'au centre-ville de Montréal. C'est une école qui doit être différente. Parce qu'ils ont une culture différente. Donc aujourd'hui, on est assez intelligent. Avant, on n'était pas intelligent au Québec. On n'était pas instruit. On était intelligent, mais on n'était pas instruit. Aujourd'hui, qu'on a instruit les Québécois, on doit faire des choix puis essayer de maintenir cette différence qui nous caractérise, là, l'inclusion. Puis ça, il ne faut pas le perdre. Moi, je serais mal le défendre. Parce que moi, j'ai été élevé dans un HLM là, par une mère monoparentale sur l'aide sociale. Là. Qui vous pensez qui a payé mon éducation? Là? C'est tous les Québécois. Mm-hmm. J'ai arrêté aux États-Unis, là, on serait foutu de moi, je serais devenu un leader négatif. Là, je suis devenu un leader positif parce qu'il y a des gens qui ont mis des filets à sécurité. Aujourd'hui, je vous le dis, moi, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui réussit très bien, là, puis qui son seul trip, là, c'est d'aller se construire dans un quartier avec tous ses amis, avec un mur en briques 6 pieds de haut, avec une gate devant, puis un gardien, puis un golf au centre. Ça, c'est les Américains. On n'est pas les Américains, on est des Québécois. Il faut reconnaître ceux qui ont créé la Révolution tranquille, qui ont mis ces leviers où on peut s'instruire, où tu es médecin, où moi, je suis un leader qui influence la société, même si je venais de mieux défavoriser. Donc aujourd'hui, on est prêt de reconnaître ça, pour dire, les autres, ils s'organiseront. C'est inéquitable. On doit redonner. Moi, je pense qu'on est dans une société de privilégiés. On doit redonner. Donc, quand il y a un problème sociétal, on doit s'y attaquer, on doit se mettre ensemble. C'est pour ça qu'avec moi, j'ai des médecins, j'ai des hommes d'affaires, j'ai des enseignants, j'ai la Force civile du Québec qui dit, OK, il faut tourner. Pas facile à tourner, là, mais s'il y a une province, s'il y a une entité en Amérique qui va le faire avant les autres, c'est le Québec. Ça, je suis extrêmement confiant là-dessus. Pierre, merci. Plaisir. On va se voir au grand défi dans quelques semaines. Oui, entraînez-vous. Là, il y a de la neige, là, et rappelez-vous, l'inconfort nous rend plus fort. Difficile de croire qu'on va pédaler dans quelques semaines. Merci beaucoup. Plaisir. Bye.